Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast en compagnie de Mathieu et Benjamin. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question que Benjamin se pose depuis longtemps. Je suis trop heureux. Voilà, qu'il était temps de poser, de traiter dans ce podcast. On va enfin pouvoir parler de Danny Boyle, de Guillaume Canet, de Dominique Farrugia, de Michael Bay, tous ces acteurs, tous ces réalisateurs. Danny Boyle, t'es sérieux? Bien sûr, Danny Boyle. Oh là 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 là. Bon, vas-y, annonce le sujet. Qu'est-ce qu'un mauvais film? Oh là 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 là. Et toi, alors, qu'est-ce qu'un mauvais film? Et toi, tu cites carrément des réalisateurs. Genre, tout ce qu'ils font, c'est des mauvais films? Non. Pour Danny Boyle, j'aime rien. J'aime rien de Danny Boyle, mais on va en parler. On va en parler de tout ça, évidemment. Mais c'est terrible. Dans quelle mesure est-ce qu'un mauvais film, c'est quelque chose d'objectif ou de purement subjectif? C'est exactement ça. Ça peut être la première question, quoi, quand on parle de mauvais film, de bon film, de toute façon. Est-ce qu'il est possible d'être objectif en parlant d'art ou de cinéma? Parce que c'est pas toujours la même chose, apparemment. Est-ce qu'il est possible d'être objectif? C'est ça la question, en fait. Alors, je pense que dans une certaine mesure, un mauvais film. Quand tu prends The Room de Tommy Wiseau, dont on va parler, je pense forcément aujourd'hui, objectivement, techniquement, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le montage, dans les coupes, dans le rythme. Il y a aussi, je pense à Jurassic Park Dominion, la scène où il brise complètement la règle des 180 degrés, mais pas fait exprès. Et tu sais plus où est personne pendant que les différents personnages se parlent. Enfin, tu perds complètement tout élément de repère. Pas du tout. Alors, pour la préparation, c'est même pas pour la préparation de ce podcast, mais va comprendre, hier soir, je me suis dit, bon, j'arriverai pas à tenir jusqu'au bout d'un film, mais je vais me remettre le début de Jurassic World, le monde d'après. Voilà. Donc le dernier Jurassic World, parce qu'il était dispo sur Netflix, j'ai fait, ah tiens, ça, parce qu'on en avait parlé la dernière fois rapidement. Est-ce que j'ai pas été un peu dur avec? Ouais, bon, tu sais, c'est le film souvent, en parlant des mauvais films justement, que tu vas voir au cinéma, où tu vois une fois et t'es là genre, bah. Et après, plus tard, tu réfléchis et tu fais, mais est-ce que j'attendais pas quelque chose de différent et que finalement, si je le revois maintenant, sans les attentes, sans la déception, est-ce que ça passerait pas? Et en fait, je crois que c'était encore pire. J'ai commencé à regarder le film et c'est du vide, c'est du rien en fait. Ouais, et du rien mal fait. C'est du rien mal fait, c'est mal filmé. Rien que la scène d'ouverture, c'est sous forme de vidéos YouTube qui rappellent ce qui s'est passé depuis le dernier film, grosso modo, enfin même depuis Jurassic Park, vite fait, et en mode réseaux sociaux, avec des milliers d'informations qui sont affichées à l'écran, que t'as pas le temps de savoir exactement ce qui se passe. C'est de la mauvaise exposition, quoi. Exposition plus et dégueulasse, mal présentée. T'as déjà envie de raccrocher, quoi. Et après, pareil, il te présente où sont les personnages là maintenant, et c'est du vide, quoi. Il savait pas quoi faire du tout avec ces personnages. Il y a pas vraiment d'arc narratif pour personne, pour la gamine à la limite, mais ils vont nulle part avec, et oh là là. Est-ce que ça serait pas le pire blockbuster depuis Batman et Robin? C'est bien possible. Non, honnêtement. Non, parce qu'il y a eu des Transformers, tu vois. Oui, c'est pas faux, mais Transformers ont peut-être moins de prétention, je sais pas. Et j'ai trouvé... Ouais, ils ont moins de prétention, mais j'ai trouvé quand même qu'on retrouve le même truc, c'est comment faire plus de 2 heures avec du rien. Juste en se disant, si on balance des dinosaures et un peu de bons sentiments par-ci par-là, ça suffira. Tu vois, en fait, c'est l'échec de la base de la mission de ces films-là, en fait. Et c'est là que tu te dis, qu'est-ce qu'un mauvais film? Tous les blockbusters, voilà, même s'ils sont critiqués, même si, tu vois, c'est basique, ces trucs comme ça, il y a quand même une mission. La première mission pour un blockbuster, c'est de divertir. Et quand t'as un film qui te divertit pas et qui t'ennuie, et qui dure plus de 2 heures, et qui a coûté plus de 200 millions de dollars... Et qui mobilise ces acteurs-là, en plus, tu vois, c'est pas... Tu peux dire... Voilà. Et qui ruine complètement des personnages que tu aimais avant et que... voilà. Là, tu peux dire c'est un mauvais film, je pense. Objectivement. Objectivement,
même, tu vois, je veux dire, il rate sa mission de divertir. Après, il y a des gens qui ont été divertis. Peut-être certaines personnes ont aimé ce film, tu vois. J'ai pas trouvé... Je m'ennuie. Alors que moi, rien m'amuse quand même. Je suis fan de Marvel. Je veux dire, voilà. Et c'est exactement, tu vois, c'est ce genre de blockbuster qui donne une mauvaise réputation au blockbuster, en fait. Où effectivement, t'as rien dedans. Ne serait-ce que... Enfin, où c'est le foutoir, c'est mal écrit, il y avait peut-être des petites idées par-ci par-là, tu peux pas non plus ruiner complètement quelque chose, tu vois, il y a des bonnes petites idées éparpillées par-ci par-là, mais qui n'ont pas réussi à être mises, voilà, et super mal exécutées, et la mise en scène est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Voilà. L'univers est dégueulasse. La mise en scène est complètement dégueulasse. Si tu enlèves quelques beaux plans, mais que la bande-annonce suffisait pour ça. Si c'est juste pour me montrer des plans magnifiques de dinosaures avec des chevaux et tu sais, dans le Montana, dans la neige, dans la savane, tu vois, avec un coucher de soleil, avec les trucs et tout. Il y a des plans qui sont magnifiques. Mais du coup, le reste, c'est tellement mal écrit et tellement mal mis en scène que ça sert à rien. Ça, c'est un mauvais film. Et du coup, quelque part, ça m'étonne pas que Colin Trevorrow finalement ait été mis sur la touche pour le dernier Star Wars qu'il était censé réaliser. Et finalement, c'est J.J. Abrams qui s'y est collé, et c'est pas forcément mieux. Non, pour d'autres raisons, mais c'est un meilleur film que... J.J. Abrams sait mettre en scène, et sait divertir, même avec du rien. Mais même je pense à des gens très décriés comme Zack Snyder. Voilà, il y a certaines personnes qui l'adorent, d'autres qui le détestent. Même quand il rate un film, il y a plus de trucs que dans ce Jurassic World 3. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment le néant. T'as l'impression que le film a été réalisé, scénarisé par une intelligence artificielle. Vraiment, il y a un truc... Vraiment, ouais. Non, et là, c'est vraiment un exemple où tu pourrais te poser la question. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Où tu prends des éléments genre qu'est-ce qu'il pourrait dire là maintenant ce personnage. Oh, la gamine au début avec la famille entre guillemets, quand tu sais que ces films sont produits par Spielberg encore, tu vois, de loin, hein, j'imagine, mais où tu as des éléments justement traités, qui ont été traités dans les autres Jurassic Park, dans les autres films de Spielberg, etc. Tu sais, la famille dysfonctionnelle, la famille adoptive, les classiques quoi. Des trucs comme ça, et c'est fait de tellement genre bâclé et sans âme, sans émotion, sans âme, ouais, exactement, et ça c'est dommage. Donc c'est la première définition d'un mauvais film, c'est un film qui rate ce qu'il voulait faire, déjà, parce que justement pour moi un bon film ou un film, c'est encore plus subjectif ça, un bon film, parce que c'est genre est-ce que même si le film est techniquement réussi, parfait, que le réalisateur a entrepris tout ce qu'il a réussi tout ce qu'il a entrepris, tu l'aimes pas forcément en fait. Bien sûr, je pense à Toi et Glace par exemple. Tu dirais, enfin voilà, c'est pas un film raté du tout, mais ce qu'il a voulu faire. Exemple. Voilà. Et je pense que Danny Boyle, moi, à qui je voue une haine assez forte, enfin pas une haine, je ne veux pas du mal. Faut que tu m'expliques ça, mais... Eh ben, en fait, je pense que ce qu'il veut faire, il le réussit, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas à mon goût, en fait. Qui est à des années-lumière même de ce que j'aime au cinéma, en question de subtilité, notamment. Je repense à cette scène dans Slumdog Millionnaire, je pense qu'il résume à peu près tout ce que je n'aime pas chez lui, où t'as une femme qui se prend un coup de bâton, c'est une scène qui est violente, elle est en train de fuir, il y a quelqu'un qui court dans l'autre sens qui file un coup de bâton, et Danny Boyle te remet la même scène vue d'un autre angle, pour te remontrer la violence encore une fois. Vraiment pour moi, le replay. Le replay. De la pure gratuité, de la complaisance vis-à-vis de la violence, et du coup il y a un truc vraiment beauf dans ces films, je trouve. Pareil, dans le dernier que j'ai vu en date, c'est Yesterday, que j'ai trouvé nullissime, avec des stéréotypes monstrueux de la productrice. Ouais, c'est Danny Boyle, Yesterday. T'es sûr ? Ah, certains, c'est du pur Danny Boyle. Avec les Beatles n'existent plus là. Et c'est Ed Sheeran, la plus grosse star au monde, mais ça c'est pas la question. Purée. Et c'est du Danny Boyle. Et il y a ce personnage de la productrice, pareil qu'elle est méchante parce qu'elle est liée à l'argent, tu vois. Il y a un côté vraiment, j'ai l'impression que Danny Boyle c'est un adulte avec les idées d'un enfant de 10 ans qui répète ce que ses parents lui ont dit. Il y a un truc dans sa vision du monde qui m'insupporte. Par contre, je dirais pas que c'est des films aussi merdiques, évidemment, que Jurassic World Dominion, mais dans ce qu'il propose, il y a un truc qui me révolte. Mais là, c'est presque politique, en fait.
Tu vois, c'est un truc presque philosophique. Oui. Comme avec Les Petits Mouchoirs, qui est le film qui m'insupporte le plus au monde, tu vois. Voilà, exactement. Genre, quel être humain es-tu? Et je n'ai pas envie de boire un verre avec toi parce que j'ai pas envie d'en connaître plus sur toi vu les films que tu fais, tu vois. Ah bon, à ce point-là? Ah ouais, il y en a pas un qui... Écoute, j'ai vu celui qui était censé être le meilleur, c'était quoi? C'était Petit meurtre entre amis, qui m'a laissé un peu indifférent. J'ai pas vu Trainspotting parce que le sujet me foutait un peu le cafard. Voilà, ouais, et puis après... Trainspotting, je pense pas que ça améliorera ta vision du réalisateur parce que c'est d'un nihilisme. C'est sombre, c'est horrible, c'est odieux ce qui se passe dedans et c'est poussé à l'extrême exactement ce que... J'imagine ce que t'apprécies pas. Ouais, mais c'est pas tant le fait que son discours soit dur, tu vois, mais c'est plutôt la manière dont il exécute que je trouve complaisante par rapport à son propos. Tu vois, Slumdog Millionnaire, ça parle de l'Inde, et c'est vraiment misérabiliste, quoi. Je trouve qu'il y a un truc presque cynique à filmer la misère, et il y a un truc qui met vraiment mal à l'aise. Voilà. Bah, c'est vrai, enfin... C'est vrai que c'était une des... Parce que j'ai apprécié le film, ça commence à dater, mais quand je l'avais vu au cinéma, j'avais apprécié. Mais sans avoir l'envie de le revoir. Et je crois que je l'ai pas revu depuis. D'accord. Ouais, non, mais je crois que je l'ai pas revu depuis le cinéma. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'avait perturbé à l'époque, c'était la surenchère peut-être. Tu vois justement ce truc-là de la souffrance, c'est bon, on a compris maintenant. Et c'est un petit peu, tu vois, la même idée, le truc que tu pourrais reprocher à Scorsese dans Killers of the Flower Moon, c'est que pendant ces 2 premières heures, c'est vraiment... Voilà tout ce qu'ils ont souffert et je te montre l'horreur. Sauf que c'est mis en scène de manière non stylisée, si on veut. Tout à fait. Et c'est une énorme différence. Ce qui est peut-être le souci, la différence justement, et le souci avec Danny Boyle, c'est que c'est de la violence souvent cruelle envers certains personnages, et voire de la torture, hein, c'est dans Slumdog Millionnaire, qui est représentée de manière... en mode un peu spectacle peut-être. Exactement. Ce qui passe mieux dans certains genres. Dans un film de zombies, c'est moins gênant. Tu vois, évidemment. C'est ça. Mais dans 28 jours plus tard, oui, voilà. Un excellent film de Danny Boyle. Pléonasme. Non, je veux dire, j'ai raté ma blague, oxymore. Oxymore. Tu le couperas au montage. Ouais. Non, mais 28 jours plus tard est très réussi, je trouve. Non ? C'est un film de genre, c'est un film de zombies, forcément, il y a de la violence. Non, mais j'ai rien à lui reprocher avant toujours plus tard. Ce n'est pas mon film de zombies préféré, j'ai largement préféré dans les récents L'Armée des Morts, par exemple. Justement pour des raisons esthétiques. Mais je dirais pas que Danny Boyle est un mauvais technicien, il fait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire aussi. Mais là, c'est vraiment une question de propos, une question de... tu vois, il y a des films comme ça, je pense... j'ai pas vu, mais Joel Schumacher, il avait fait des films qui étaient quand même très très à droite, notamment Le droit de tuer. Il y a des choses qui peuvent te gêner aussi... éthiquement, philosophiquement, voilà. C'est comme le film avec Jim Caviezel qui est sorti, là, pareil, je suis pas allé le voir, mais apparemment c'était quand même un gros ramassis de propagande QAnon, quoi, tu vois. Donc là, on est au-delà finalement du film en tant que technique, que tu pourrais tester finalement et dire, il y a des fautes de raccord et tout, mais c'est le point de vue, quoi. C'est comment il aborde son propos, en fait. Exactement. Ok. Exactement. Et donc pour toi, enfin, là, la question, du coup, c'est... Est-ce que c'est forcément des mauvais films, ou est-ce que c'est juste toi qui n'apprécies pas, en fait, on va dire la patte du réalisateur, le parti pris artistique du réalisateur. Là, on est dans le versant purement subjectif. C'est-à-dire que oui, techniquement, c'est bien, mais je n'aime profondément pas ça. Je trouve ça mauvais, du coup, tu vois. Voilà. Et en fait, la différence entre un Tommy Wiseau et un Danny Boyle, c'est pas c'est mauvais, c'est je trouve ça mauvais. Tu vois. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que c'est entendable quand des gens te disent que, je sais pas moi, ils trouvent que les films de Nolan sont mauvais, ou les films de Shyamalan, ou quoi que ce soit. Par contre, quand on te dit c'est un navet, là tu dis non. Là tu mets... Alors encore une fois, on va parler de la distinction navet-nanar aussi. Oui. Voilà, je veux dire que les gens qui me disent que, je sais pas, Incassable est un navet, je me dis qu'ils n'ont pas vu beaucoup de films dans leur vie, d'une part, et de deux, qu'ils l'ont regardé peut-être avec des a priori, ou une méconnaissance technique aussi qui a orienté leur appréciation du film. Mais en fait, c'est ça, c'est une erreur, et que moi, alors bien sûr, j'étais
dans ma jeunesse, avant d'être éduqué sur voilà, la difficulté de faire un film, ayant fait moi-même un film quelque part, tu vois, et ayant des rêves artistiques, tu vois. Quand t'es pas dans ce truc-là, et même, en fait, je trouve que c'est dingue pour des critiques, des fois professionnels, ou des critiques, enfin, des gens qui ont une culture cinéma Ouais. abondante, tu vois, qui réduisent un film ou une œuvre à Son voilà genre, par à exemple. son genre, ouais, ou qui disent que c'est une merde. Mm. C'est une merde finie, machin et tout. Ou alors, tu sais, parce qu'ils sont bien pompeux, tu vois, ils utilisent du vocabulaire super recherché, super soutenu. Mais en gros, pour dire ce film est une merde. Et vous êtes des cons si vous l'aimez. Et en gros, c'est ça. Et ils te font passer ce truc-là. Alors qu'on n'est plus. Pour beaucoup de films, on n'est pas du tout là-dessus, même pour des gens. Et c'est ça ce que je reproche à certains, c'est qu'ils savent de quoi ils sont censés savoir de quoi ils parlent quand ils parlent de cinéma. Et tu peux pas dire, si tu sais de quoi tu parles, tu peux pas dire réduire un film à tout simplement dire c'est de la merde. Ouais, bien sûr. Il y a une forme de Ou alors mauvaise c'est foi, un je pense. chef-d'œuvre, ou alors. Ouais. Dis que tu n'as pas apprécié. Enfin, c'est toujours la même chose, tu vois. Je veux dire, c'est comme ce qu'on nous disait quand on était gosse, quoi. Tiens, mange ça. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, c'est Tu toi qui n'aimes n'aimes pas, pas. mais mange. Mais ta maman cuisine très bien, alors arrête tes connes. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la même histoire en fait, tu vois, c'est trouver les termes justes. Et c'est ça, et c'est là que c'est intéressant, normalement, les critiques de cinéma, qu'elles soient pro ou amateurs, tu vois, c'est explique ce que tu n'as pas apprécié, explique pourquoi le film ne fonctionne pas pour toi. D'accord? Plutôt que de dire, voilà, c'est un mauvais film. Après, effectivement, il y a des films, tu peux clairement dire que c'est des mauvais films. Tu as donné l'exemple de The Room. Voilà. À pas confondre avec Room, Oui. avec... Ou avec The. ouais. qui était un très bon film avec Brie Larson d'ailleurs. Et puis voilà. Tu vois, j'ai un exemple justement très récent. Voilà. La transition avec Brie Larson, c'est The Marvels. D'accord, j'ai Qui pas est vu. sorti. Le dernier, je crois, ouais, c'est le dernier film Marvel qui est sorti en novembre. Un bon bide, qui s'est bien fait critiquer, qui s'est bien, voilà. J'ai apprécié, je l'ai trouvé sympathique, surtout pour un film qui fait 1h40, 1h45, tu vois, tu apprends à apprécier ces petits plaisirs au cinéma des fois, tu vois. Un film qui s'étend pas... Presque un court-métrage, là, sur les standards actuels. Ouais, voilà, c'est ça, pour eux. Et j'ai apprécié, j'ai trouvé sympathique, j'ai bien rigolé, j'ai trouvé que voilà, les actrices principales étaient formidables, avaient une très bonne alchimie entre elles, etc. Et pourtant, je peux pas te dire que c'est un bon film, Mhm. tu vois. Mais je l'ai apprécié quand même, mais il y a trop... Enfin, le scénario est trop mal écrit, on va dire. Il y a trop de raccourcis où justement ça va trop vite. Tu sens qu'il y a ça a été charcuté à différents endroits. Pour le rendre peut-être plus justement divertissant, plus rythmé. Il y a des bonnes choses dedans, mais je te dirais pas que c'est un bon film. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que le fait que tu ne l'aimes pas, enfin tu l'as aimé mais que tu trouves des bémols, te met peut-être au même niveau que des personnes qui l'ont apprécié mais auxquelles qu'ils ont trouvé des bémols également et pour des raisons complètement différentes des tiennes et que tu ne cautionnerais Ouais. pas du tout. En gros, c'est juste Ouais. pour dire que des fois, tu aimes des films comme des gros débiles qui aiment aussi des films et pour des mauvaises raisons. Et de la même manière, quand les gens n'aiment pas des films, c'est pas toujours pour les bonnes raisons aussi. Je sais qu'il y a C'est des gens ça. qui ont craché sur The Marvels, pas pour les critiques que tu as faites, mais parce que en gros, Non. ils ont trouvé que c'était woke, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, de toute façon, le discours, il est biaisé politiquement maintenant. Enfin, c'est ça qui est dingue. C'est que, tu sais, je te dis, je suis encore en train de dire la base de... Non, on dit qu'on n'apprécie pas que c'est de la merde, et on donne ses arguments et trucs comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout, justement, dans cet état d'esprit-là. On est dans le discours politique pour tout. Même un film. Et du coup, c'est genre, ce film est woke. Ce film, c'est ultra féministe, c'est gna gna gna, c'est ci, c'est ça, c'est...
Ah, et du coup, c'est de la merde. Oui, mais c'est C'est ça une le problème en fait. réalisatrice, ils ont pris une femme pour réaliser le film, gna gna gna, et ils ont pris, c'est des scénaristes, c'est des femmes aussi, et, gna gna. Et toi, t'es là, genre, mais ferme ta gueule, dis-moi ce que t'en penses du film, tu l'as Ouais, même pas mais oui, vu. mais en fait, c'est que la personne n'a pas les outils pour dire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est même C'est si tu ça. pars du principe que tout film est une œuvre politique parce qu'elle est produite à un moment dans l'histoire, le fait que les personnes discréditent le film pour ces raisons-là ne dit rien sur le film et ça dit beaucoup sur eux. Et sur ces Oui, c'est personnes-là ça. qui sont C'est inaudibles du ça. coup. Et souvent, c'est même, je veux dire, c'est en amont d'avoir vu le Ouais, film. bien Tu sûr. vois, c'est avant d'avoir vu le film, et c'est ça quelque chose qui m'énerve aussi. Et là, je te dis pas pour. Alors, un critique professionnel, c'est son boulot. C'est son boulot d'aller voir le film et d'en faire une critique. Ça fait partie de son boulot. Les critiques comme moi, là, comme les autres sur Internet, voilà, qui vont voir des films, je vois des gens qui crachent sur Marvel, sur DC, sur voilà, toutes sortes toutes ces choses-là, d'accord, et qui continuent d'y aller. Bien sûr. Pour Et en Shyamalan, t'as fait, la même chose, bien c'est sûr. plus de la réjouissance en sachant que tu vas détester ce film, enfin que tu vas dire que tu détestes ce film, que tu vas même pas essayer d'apprécier ce film, et après de faire une vidéo où tu vas détruire le film parce que tu as choisi les morceaux, justement, quand tu étais en train de regarder le film, tu étais que en train de penser, ah, je vais le détruire là-dessus, je vais le détruire là-dessus, Ouais. je vais le détruire là-dessus. Et t'as les mêmes choses Les critiques sont partout, bien sûr. préconçues maintenant, elles sont préconçues les critiques. C'est comme Il n'y quand a tu te plus trouves... de j'y vais l'esprit ouvert ou des choses comme ça, et c'est ça qui est moche de ce qui se passe aujourd'hui justement avec le discours politique et, en fonction des films, quoi. Mais je suis même pas sûr que ça soit uniquement le discours politique parce que je repense à Tree of Life, le Malik, moi que j'avais beaucoup aimé, mais il y avait des gens à l'époque qui allaient voir le film clairement pour pouvoir en partir et dire ah je suis Ouais. parti de Tree of Life parce que c'était Oui, snob. après t'as l'effet de mode, Oui voilà c'est ça. Et je c'est pense que trendy, quoi, tu vois. et je pense que t'as aussi là dans la libération de la parole politique, notamment la parole politique quand même de droite voire d'extrême droite, une Ouais. espèce de d'écho de ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec tout Trump où en gros c'était il fallait avoir la réplique la mieux formulée en 140 caractères Mais c'est pour être le ça, plus c'est ça, efficace possible. c'est Tu ça. retrouves ça dans l'appréciation culturelle maintenant. C'est exactement ça. C'est la critique Twitter, en fait. C'est Mais, exactement ça. et en France notamment. En fait, tu veux du clic. Tu veux du Ouais, ouais. clic, il faut faire le buzz. Il faut que tu en appelles au plus bas instinct, tu vois, des gens, c'est genre, regardez comme j'ai eu la belle formule pour dire, c'est exactement ce que je disais avant, pour dire que ce film est une merde. Ouais, c'est ça. Et je développe ça avec du vocabulaire soutenu, tu sais, des mots que personne n'utilise et tout, pour faire genre, alors que je suis en train de dire juste que c'est de la Ouais, merde c'est et que du je savais sophisme, très quoi, bien bien avant sûr. d'aller le voir que ça allait être de la merde. Et en plus, en France, ce que tu aimes, ce que tu vas voir, ce que tu écoutes, c'est un marqueur social aussi. C'est-à-dire Ouais, qu'en gros, tu es ce que tu aimes. Et c'est pour ça que les gens aussi ont des rapports très très violents par rapport à c'est des ça. choses qui incarnent des idéaux qui sont contraires aux leurs. Voilà, et c'est pour Ouais. ça que dès qu'il y a une once de féminisme, bah, les gens qui vont Ah ouais. manifester dans la rue contre le mariage pour tous ou pour toutes ces réformes progressistes, ils vont être choqués par toutes ces œuvres filmiques. En fait, ils vont être Bah, c'est incapables ça. de voir le film C'est ça. et ils vont être complètement voilà. Et mais ceci dit, moi j'ai fait la même chose avec Sound of Freedom. Je vais pas le voir parce que je sais que c'est alors Extrême politiquement droite. voilà, mais ce que j'ai lu, mais après je l'ai lu, c'est peut-être faux, c'est que c'est un mauvais film aussi, tu vois. Ouais. Il y a aussi un biais moi que j'épouse également. Mais après Ouais. par contre, je vais pas aller voir les Danny Boyle en me disant je déteste ça donc je vais aller trouver encore plus de quoi ne pas aimer, tu vois. Oui, voilà, non, mais c'est exactement ça. Et ça, c'est ce que t'as, justement, c'est ce que t'as avec certains. Bah, tu mentionnais Zack Snyder, c'est exactement ça en fait maintenant. Ouais. C'est les gens vont regarder un film de Zack Snyder. Bon, il a quand même ses fans, moi j'apprécie beaucoup. Même si je suis capable de te dire très bien que j'ai pas apprécié son dernier film, tu vois. Il était pas très original, il était. Voilà, même s'il y avait des éléments un peu de divertissement, je me suis ennuyé, quoi. D'accord. Et voilà, et ça, c'est l'effet. Tu vois, c'est pas parce que je suis fan, j'aime bien beaucoup des films de Zack Snyder, que je suis pas capable de le critiquer. Et Bien de sûr. dire que il a des gros défauts et que je suis pas capable d'être objectif quand même par rapport à ses failles, on va dire, en tant que. Plus, je te dirais, en tant que raconteur, en fait, en tant que scénariste, que en tant que raconteur visuel.
Parce que visuellement, j'ai pas grand chose à reprocher à Zack Snyder, parce que c'est comme si, pour moi, c'est comme s'il peignait. C'est comme s'il peignait des tableaux, voilà, quand il compose un plan, etc. Je trouve ça absolument génial. Par contre, ce que je reproche à chaque fois, quand j'ai un problème avec des films de Zack Snyder, c'est au niveau du scénario. Et c'est à chaque fois que lui, il met sa patte, en fait. D'accord. Oui. Si tu le laisses, et ça c'est le problème du coup avec ses films Netflix, maintenant s'il est sous contrat avec Netflix, c'est qu'il n'y a personne pour mettre le haut là, quoi. Eh oui. C'est genre quand il a les pleins pouvoirs, et c'est pour ça que c'était pas non plus une bonne idée pour lui de continuer chez DC par exemple. Au-delà de son Justice League, et même pour son Justice League, heureusement finalement que maintenant qu'on a sa version à lui, qui est quand même meilleure que la version cinéma, ça reste une version sur laquelle il y a un autre scénariste il y a un scénariste qui a travaillé, que c'était pas entièrement Zack Snyder. Et que le studio avait déjà mis le holà sur le script de départ. Parce que sinon, ça partait vraiment dans tous les sens, quoi. Pour son grand plan en 5 films qu'il avait prévu, j'aurais pas du tout validé. Il y avait des idées dedans extrêmes, pas extrêmes politiquement, mais extrêmes par rapport au personnage que j'aurais pas du tout apprécié, quoi. Et du coup, bon bah finalement, il y a un bon film, mais c'est un film, enfin pour moi, j'aime bien, mais c'est un film de compromis. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup justement dans les blockbusters, parce que le studio est derrière quand même pour vérifier que son argent, bien sûr, est bien dépensé et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et du coup, c'est ça le truc aussi, c'est des fois, quand tu as un film réussi, c'est pas parce que le réalisateur a eu les pleins tout à fait. Et le final cut, c'est parce que voilà, il y a eu plusieurs personnes quand même qui sont passées dessus. Et après, tu as l'autre côté du producteur qui bousille le film. Voilà, avec l'équipe de production. On a entendu tous les McTiernan, bien sûr. Rien que Justice League, là. Tu vois, le Justice League de 1h50 qui a été retourné, raboté par Joss Whedon et par le studio, du coup, et qui est finalement un ratage complet, puisque ce film n'appartient à personne, en fait. Il a zéro vision, il a zéro... voilà, c'est comme dit avant, c'est un film qui aurait pu être fait par une intelligence artificielle, en fait, ou vas-y. Mets les ingrédients que tu veux, je veux que ce soit plus drôle comme les Avengers. Je veux qu'on fasse attention qu'on montre qu'ils sauvent des civils. Je veux qu'ils montrent... Tu vois, ils mettent leurs éléments dans la machine, et sors-moi le film le plus basique que tu peux, qui est encore divertissant d'une certaine manière, mais qui n'a pas vraiment d'âme, en fait, tu vois, derrière. Et du coup, est-ce que c'est un bon film ? Ça, je dirais pas non plus. Parce que techniquement, ça tient la route, à part les effets visuels sur la gueule de Henry Cavill, qu'il a fallu gommer sa moustache pour les reshoots, qui ne fonctionnent pas du tout. Mais le reste, on va dire, c'est un miracle que le film soit un minimum cohérent et qui fonctionne quand même s'il n'y a rien, il n'y a pas d'âme derrière, quoi. Oui, c'est un film tout cassé, tout cabossé, quoi. Bon, voilà, c'est ça, c'est un film, c'est le standard. C'est genre, fais-moi un film de super-héros standard qui va juste divertir, mais qui va pas chercher... Oui, c'est ça, parce qu'on est quand même dans un domaine assez aseptisé, quand même, au niveau du film de super-héros maintenant, avec les mêmes sociétés qui font tous les effets spéciaux, c'est plus les réalisateurs qui les chorégraphient, enfin, c'est les studios d'effets spéciaux qui font ça, donc t'as quand même aussi... c'est comme quand les gens se sont dit, il y a Sam Raimi qui revient chez Marvel, là, on va avoir un film qui va avoir du caractère et tout. Mais en fait, Sam Raimi, il est toujours chez Marvel, mais il est pas non plus... il n'a pas les pleins pouvoirs, même comme à l'époque de Spider-Man, quoi. Après... Clairement, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est moi j'ai bien aimé son Doctor Strange, et clairement, il y avait sa patte, il y avait la patte visuelle de Sam Raimi dessus. Peut-être pas sur les grosses scènes de combat, parce que c'est pas forcément lui qui a la main dessus, tu vois. Mais sur certains éléments, il y avait clairement c'est sa signature, des plans que tu retrouvais, classiques, qu'il aime bien refaire. Enfin, ces petits clichés là qu'il adore faire au niveau horreur, etc. Tu vois. Bien sûr. Donc il y avait des choses très intéressantes dedans. Après, voilà, tu sais que le scénario c'est pas lui, que c'était juste une commande. Exactement. Voilà. Et c'est pareil, tu vois. Mais c'est ça quand même qui est intéressant quand tu as des réalisateurs qui ont vraiment une certaine personnalité, tu vois.
un style visuel. C'est comme Alfonso Cuarón sur Le Prisonnier d'Azkaban, tu vois, le troisième Harry Potter, qui pour moi est le meilleur, celui qui est plus beau visuellement et le mieux mis en scène, tu vois. Et t'as vraiment l'impression qu'il s'est approprié, comme Tim Burton à l'époque avec Batman, tu vois, Returns, que Alfonso Cuarón a fait, ok, j'aime bien là votre histoire là, d'accord, je vais y mettre ma patte, quoi, je vais la raconter comme moi je veux. Et du coup, qui est beaucoup moins fidèle au bouquin apparemment, alors je sais pas si j'ai pas lu les bouquins, mais beaucoup moins fidèle d'après ce que j'ai entendu au bouquin que les autres, mais qui a une vraie personnalité, quoi, dans la mise en scène, quoi. D'ailleurs, j'ai appris que Shyamalan avait refusé les derniers Harry Potter, et je suis content qu'il les ait refusés, d'ailleurs. C'était une très bonne idée. Ouais. Il y a ces filles qui voulaient... Tu veux dire les animaux fantastiques, là ? Non, les derniers 6-7, je crois. Les tomes 6, tome 7. Ouais, à l'époque. Ça aurait pas été possible. Déjà, moi, ce que je reproche au Harry Potter, justement, c'est de vouloir peut-être trop suivre les bouquins, les trucs comme ça, et pas d'en faire des films. Oui, bien sûr, c'est des adaptations pures. Tu vois, c'est des adaptations. Donc, il y a des trucs qui sont là, il y a des trucs qui sont pas là. Et dans l'ensemble, plus ça va, moi, plus ça allait. Après le 4, je dirais. Le 4 était pas bon. Le 4 était pas bon, je trouve. Ouais, mais ça reste encore... Pour moi, ça restait divertissant encore, tu vois. Oui, bien sûr. Après, oui, c'est le même qui fait les 5-6-7. Après le 4, j'ai trop du mal. Je m'ennuie. C'est du blabla et de l'exposition et c'est pas très bien écrit et c'est pas très bien joué non plus. Et puis voilà. Et il se passe des choses, mais je m'en fiche. En fait, t'as pas d'enjeu émotionnel. Et voilà. Et visuellement, et je trouve que visuellement, c'est plat. Super plat. Mais du coup, pour le dernier mouvement peut-être de ce podcast, je me disais que je voulais te poser une question parce qu'il y a The Room et il y a le film de James Franco sur The Room. Ouais. Et je vais te dire quelque chose. Je trouve que le film de Tommy Wiseau est beaucoup plus intéressant que celui de Franco. Et est-ce qu'il vaut mieux pas un mauvais film bien fait qu'un bon film mal fait ? Vous avez 4 heures. Parce que The Room, c'est peut-être le pire film que j'ai jamais vu. Ouais. Mais il est inoubliable et il m'a marqué. Oui, ça c'est sûr. Et il m'a appris et aussi il est touchant quelque part. Oui, voilà, il y a quelque chose. Tandis que finalement, l'autre film de Franco, qui est techniquement bien fait, il n'y a aucun souci, ne vaut que par son imitation finalement du film de Wiseau. Oui. Je veux dire, ça pourrait être un double feature de toute façon. Parce qu'il y a quelque chose, je pense, aussi dans le film de James Franco. Il y a quelque chose de tendre, tu vois, bien par sûr, rapport il a de justement à de l'affection par rapport à Room et au personnage. Parce que c'est un personnage quand même, Tommy Wiseau. Et je trouve qu'il y a beaucoup, plus que se moquer de « Ah, regardez comment ils ont fait un film de merde », c'est montrer la passion que ce mec avait pour faire son truc et l'envie et la folie. Et en plus c'est drôle parce que le film est la comédie est très très réussie et quelque part je trouve qu'il te fait peut-être apprécier encore plus le film original parce que t'as ce côté sympathique quand même après, parce que si tu regardes juste le premier film t'es choqué mais tu rigoles tellement c'est nul. Mais t'as pas forcément de la compassion. Mais en même temps, je trouve que t'en apprends beaucoup sur le film déjà en regardant le film. Finalement, le film, tout ce qui est informatif sur le film de James Franco, c'est des choses que tu peux déjà déduire simplement en regardant The Room, quoi. Que le mec est complètement taré, qu'il est complètement barge, enfin, tu vois. Et au final, ça renvoie aussi à cette question, et un truc que je dis souvent à mes élèves, c'est regarder des mauvais films, c'est très important aussi. Faut pas regarder que des bons films. C'est important de regarder des mauvais films parce que ça permet aussi d'apprécier plus tout le travail fait sur les bons et aussi de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un film est réussi et de partir de son ressenti pour essayer de comprendre pourquoi on a apprécié ou pas aussi une œuvre, quoi. Et The Room, c'est un film à montrer, je pense, à tout étudiant en cinéma parce que c'est regarder ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Mais mais là c'est le top du top. Je veux dire, avant ça c'était Ed Wood en fait.
si tu veux, qui était Ouais. la référence, tu vois, Ouais. du réalisateur de mauvais films, de films ratés, tu vois. Enthousiaste. C'est vrai qu'Ed Wood et Tommy Wiseau, ça Euh, ressemble un peu dans le portrait. ouais, il y a ce côté-là. Mm. Mais là, on est dans les extrêmes où, objectivement, cette fois, tu peux pas objectivement dire que ce sont des bons films. C'est ça. Alors que, tu vois, il y a d'autres films. En fait, la question c'est, est-ce qu'une série B, tu vois, parce que c'est ces films-là souvent qui divisent, enfin, blockbuster ou série B, Oui, parce que voilà. t'as des notions de valeur, Voilà. de genre. Comédie aussi, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est forcément des mauvais films en fait, tu vois? Est-ce que tous les films de super-héros sont des mauvais films parce que Bien sûr parce que non. chaque, tu vois, est-ce que n'importe quel blockbuster est un mauvais film parce qu'il s'affranchit, voilà, de d'une signification de chaque plan, chaque mouvement de caméra a une signification poétique, tu sais, ou artistique, est-ce que parce qu'il n'y a pas de geste artistique au niveau de la réalisation, est-ce que ça en fait un mauvais film? Je pense que non. c'est pas inhérent à chaque blockbuster. T'as plein de blockbusters qui ont une énorme patte artistique, justement. Et, Bien sûr, quand tu bien prends, sûr. voilà. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'un blockbuster n'a pas une signification, n'a pas la mise en scène qui est travaillée autant que pourrait l'être un film de Scorsese, par exemple, tu vois. Ou est-ce que ça en fait automatiquement un mauvais film? Parce que d'après Scorsese, ce n'est plus du cinéma. Et il parle des Marvel, mais je pense qu'il parle justement de la Oui. façon dont les films sont produits, en fait. La façon dont les Oui. films sont réalisés à la chaîne et tout. Parce que je pense que... en fait, j'essaie de trouver des exemples de blockbusters, comme tu le dis, qui sont vides de sens. Et dans ceux que j'aime, en tout cas, j'ai du mal à en trouver. Tu prends par exemple, je sais pas moi, Un piège de cristal, qui a pas forcément de point de vue politique ou social ou historique Non. sur le monde, mais qui est un chef-d'œuvre formellement, tu vois. Et certes, Ouais. chaque plan n'est pas signifiant, on va dire, de métaphore, ou c'est pas la guerre des mondes de Spielberg qui est perdu en 7 ans, des trucs comme ça. Mais c'est Ouais. tellement bien huilé, tellement bien connecté, tellement bien intelligent. Ah bah c'est ça. En fait, c'est je pense que c'est super. ça. Le truc c'est que c'est ça en fait. Est-ce que parce que pour certains critiques qui prendraient pas la peine, tu vois, de regarder au-delà. En fait, c'est ça le truc. Certains blockbusters, on part du principe que ouais voilà, bon ouais, gros film d'action, il y a rien d'autre derrière, mettez votre cerveau sur off, tu vois. Ouais, c'est Quand du tu vois, snobisme, bien et sûr. après en fait, voilà, c'est du snobisme. Alors que quand tu en prends un comme ça, bah t'as pris l'exemple de Die Hard, où tu vas justement analyser, si tu veux, une séquence où tu vas regarder est-ce que la mise en scène est vraiment... tu sais, genre, il a posé sa caméra et il a filmé des scènes d'action, des gunfights et des trucs qui pètent de tous les côtés. Et la réponse est non. Bien sûr que non, ouais, c'est ça. Il y a une réflexion, ça a été storyboardé, ça a été imaginé, voilà. Et ça, c'est la plupart des films, c'est quand même le cas. Oui, bien sûr. Même ceux qui marchent pas au bout du compte. Ouais, Et je pense qu'au niveau de la mise en scène, même si c'est vide et qu'il n'y a rien, Jurassic World, non, mais c'est... Dominion, tu vois, ça peut passer, sauf quand, voilà, il y a des choses de base, genre, il faut que comme on disait, il faut que le spectateur puisse se situer par rapport à la scène, tu vois. C'est Mais pas quand toujours tu gagné. passes, tu entrecoupes un dialogue de plan à plan, Ouais. machin, et que tu sais pas où sont les personnages, ou que il s'est rien passé dans cette scène, à part, ils étaient autour d'un feu un feu de camp, voilà, devant leur maison, voilà, ils se sont engueulés et rentrés, et que ça a été... Il y avait rien derrière, quoi. Les plans, c'était effectivement, je pose ma caméra pour qu'il dise sa réplique, je pose ma caméra pour qu'il dise sa réplique, et il y a rien derrière qui est pensé, tu vois. Ouais, mais c'est ça en fait, t'as tout dit. Et là, tu te dis, voilà. Et pourtant, ça a été préparé, un film qui coûte aussi cher, il est préparé en amont. Mais avec du vide, c'est complètement... Et c'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que malgré toutes les... Ils n'ont pas essayé de faire un mauvais film. Et tout le monde essaie de faire un bon film. Mais le film est mauvais. Ils ont été incapables. Voilà, ils ont pas réussi, quoi. Et ça, en fait, ça me fait penser à deux choses. On voit avec nos élèves, quand ils se préparent pour une épreuve, ils se préparent pas forcément de manière intelligente. Et en fait, je crois que peut-être la différence entre un bon film et un mauvais film, c'est un film, en fait, qui va te prendre pour un con en tant que spectateur et qui va être cynique vis-à-vis de toi. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis un gros fan d'un film. Je pense que c'est le film, tu dis que tu l'as aimé en soirée, les gens vont te prendre pour un gros con. Alors déjà, il y a tous les frères Farrelly, déjà, moi j'adore, mais là, à la limite, c'est plus maintenant admis comme des bons films. Mais le film Baywatch, avec Zac Efron et Dwayne Johnson, parlé, qui est une comédie
hyper bas du front, mais faite Ouais. avec énormément d'intelligence, où tu sens qu'en fait, les réalisateurs se sont pas dit que les spectateurs allaient être des gros débiles. Ouais. Et là, c'est l'énorme différence pour moi. Je compare ça, le cinématographeur, on avait fait une super vidéo sur Free Guy, qui est un film Ouais. qui parle des jeux vidéo où les mecs ne savent pas ce que c'est qu'un jeu vidéo, à la limite ils s'en foutent, mais ils se disent ah, on va mettre des petites références aux jeux vidéo, film Marvel, ça va leur plaire là aux gamins. Et ils font leur film, et du coup, avec cynisme, je pense. Et Moi je trouve pas. Ah, Moi moi- j'avais bien apprécié Free Guy. Tout en acceptant que de loin c'est pas un grand film. C'est pas un grand film du tout. Mais en fait c'est ça. Il y a des choses qui sauvent un film. Ouais, Tu vois, le film aurait pu être raté, mais il y a des choses qui sauvent un film. Et je trouve que la comédie, c'est peut-être alors un des genres les plus complexes. Faire une bonne comédie, c'est peut-être plus difficile que, que de faire un bon blockbuster. Parce que obligatoirement, c'est quand tu parles d'humour, ça marchera pas avec tout le monde. ouais, Et il y a des choses, voilà, si c'est pas au niveau. Je me souviens, la vidéo du cinématographeur, c'était en comparaison avec Ready Player One. ouais. Donc forcément, tu compares un film qui a été fait, un film de divertissement pur, comédie, machin, avec quelque chose bien plus profond de Steven Spielberg. Donc déjà, il joue pas du Oui, tout mais dans la même cour. qui marche aussi juste si tu Mais- restes en surface, le Spielberg. T'as un plaisir immédiat de Oui, la bien sûr, référence qui est bien assez sûr. comparable quand Mais même. du coup, voilà, c'est ça. Et Free Guy, pour moi, bah, on y est dans le plaisir immédiat et dans, on va dire quand même, le timing comique et le charisme d'un Ryan Reynolds, qui est quand même excellent. Oui, mais parce que oui, En bien général. sûr. Et Mais c'est- il a oui. un capital. Je dis pas qu'il est formidable et qu'il mérite un Oscar pour ce film, mais je dis que c'est un acteur qui a un capital sympathie. C'est peut-être celui qui a le plus là actuellement, on va dire internationalement. Entre lui et Dwayne Johnson, tu vois, ça doit. C'est le capital sympathie, tu vois. Ouais. Un peu comme Jim Carrey en je veux son dire, temps. Oui. le film Free Guy, il fonctionne aussi pour moi parce qu'il y a. C'est justement, pour moi, il n'est pas cynique, quoi. Il y a des personnages, je trouve qu'il y a des personnages attachants dedans, il y a du bon sentiment, voilà, c'est familial, c'est pour les enfants. Mais moi, Il faut pas chercher Oui, mais il est plus cynique loin pour moi derrière. parce qu'il se contredit. Le film se contredit dans son propos, il n'applique pas son propos en fait. C'est ça qui me gêne. C'est ce que lui avait démontré le cinématographeur, je ne referai pas sa démonstration. Et c'est ça qui me gêne en fait, c'est que là où Spielberg c'est cohérent, son film même avec toutes les références, là Free Guy il y a un côté un petit peu gratuit. Et tu rejoins un petit peu ce que je disais sur Danny Boyle après. Le truc en fait, tu le fais parce que c'est cool de le faire, mais il n'y a pas de sens derrière. Et je pense que c'est Ouais. pas parce que ça a du sens derrière que tu peux pas être dans le plaisir immédiat et Spielberg le montre dans Ready Player One. Tu vois, Ah, bien sûr, il y a du sens, mais t'es aussi dans le il y plaisir. a de Tu vois. l'easter egg à fond Voilà. aussi. Mais Après, c'est Ouais, marrant non, parce que tu m'as parlé du capital sympathie de Ryan Reynolds qui sauve un peu le film. Ouais. J'ai regardé il y a pas longtemps la filmographie de Jim Carrey, qui a fait quelques chefs-d'œuvre, mais il a fait beaucoup Ouais. de très mauvais films. Il a Bah fait oui, beaucoup de films qui films. volent pas haut, Je pense au des trucs Menteur, je pense à celui avec les mais pingouins. c'est pareil. Menteur, j'ai un attachement, c'est ça. Et c'est pas un très bon film. Mais il est sauvé. En fait, beaucoup justement de films qu'on pourrait qualifier de mauvais par rapport au scénario, par rapport à la mise en scène, ou voilà, qui volent pas haut, etc., sont sauvés par les acteurs Ouais. ou par justement la nostalgie ou l'attachement à la thématique, donc par des choses complètement subjectives. Tout à fait. Enfin, le talent d'un acteur, c'est pas subjectif, tu vois, il est là. Mm. Et autant tu peux avoir la performance d'un acteur qui te sauve un film ou qui t'élève un film, tu vois. Exemple tout con, tu vois, tu prends Pirates des Caraïbes. Oui. S'il n'y a pas Johnny Pirates Depp. des Caraïbes bon. qui reste quand même un bon divertissement. Je parle que du premier, on va pas parler des autres parce que après ça, voilà. Mais le premier, c'était une très bonne surprise, c'est un très très bon divertissement, mais qui serait peut-être pas, qui aurait pas eu autant de suite si tu veux, qui n'aurait pas fonctionné peut-être autant sans la performance de Johnny Depp, sans le personnage de Jack Sparrow qui t'élève le film. Voilà, au-delà du simple film d'aventure fantastique, tu vois, Ouais. où t'as vraiment quelque chose dedans c'est magnétique, quoi.
Et puis voilà. Et t'as d'autres bons films qui peuvent être justement rabaissés, si tu veux, Par des mauvaises prestations, ouais. par des mauvaises prestations. Mais ça n'en fait pas forcément un mauvais film. Mais en fait, parlons de Dark Knight Rises et de Marion Cotillard. Ouais, non, mais non, c'est tellement anecdotique en fait, tu vois. Oui, non, mais en fait, c'est ça. Pense à... En fait, Jurassic World Dominion, rien ne va en fait dans tous les domaines. C'est peut-être ça en fait la clé. C'est que les acteurs, t'as l'impression qu'ils sont pas envie d'être là aussi. C'est une catastrophe. Ou qu'ils savent pas en fait de quoi parle le film. Ouais. Parce que personne leur a... Tu sais, ils ont leur ligne de dialogue, ils ont leur réplique à dire... Et voilà, ils les disent, mais il n'y a rien derrière en fait. Et puis c'est pas une... Oui, et le fait qu'ils soient perdus n'est pas un effet de direction d'acteur, comme je crois que c'était dans Eyes Wide Shut, qu'il y avait une scène où Tom Cruise devait passer par le chambranle d'une porte plein de fois, et il comprenait pas ce qui allait pas, et en fait Kubrick voulait créer de l'agacement chez lui. Il voulait... Tu vois, donc là t'as un parti pris en effet dans la direction d'acteur. Mais t'as l'impression dans Jurassic World Dominion que oui, ils sont... Qu'est-ce qu'on allait faire dans cette galère quoi. Ouais, donc, qu'est-ce qu'un mauvais film? C'est Jurassic World Dominion. T'as l'impression qu'ils sont en train de se poser la question de... En fait, ce que je dis, ça veut... Tu sais, quand ils disent leur réplique où ils sont pendant une scène, t'as l'impression qu'ils se regardent genre... c'est à moi de dire mon truc, là. C'est ça. C'est genre, si je dis ça, ça passe. Je sais pas de quoi parle le film, en fait. Et t'as l'impression, ils sont perdus dedans. C'est terrible. Ça doit être terrible pour un acteur de signer pour un film et te rendre compte au bout de 2 jours que ça va être une énorme merde, quoi. Ouais. Et en parlant, tu vois, les mauvais films qu'on apprécie justement, parce que là en l'occurrence Dominion c'est un mauvais film qu'on n'apprécie pas. Oui. T'as des films, c'est des plaisirs coupables quand même. Et tu reconnais qu'ils sont pas terribles, mais tu les aimes quand même. Eh ben écoute, je sais pas. Je sais pas si je suis à l'aise avec le principe de plaisir coupable. Je peux te dire genre Expendables, tu vois. J'ai pas vu. Bah tu vois le concept quoi. Ouais, bien sûr. C'est Stallone et ses copains là, et des vieux pour un film d'action. Tu regardes le film, c'est pas terrible du tout. Le scénario il est vaseux, tu l'as déjà vu 100 fois. Mais t'as le capital. Les scènes d'action sont pas super bien filmées. T'as Jet Li quand même dans le premier film Expendables, tu vois. Et la pire scène d'action, c'est celle avec Jet Li. C'est quand même énorme. Il faut le faire. Le mec qui est le plus en forme physiquement, qui est le plus talentueux en termes de scènes de combat, ces scènes de combat, elles sont super mal filmées, super mal montées. Réalisées par Sylvester Stallone. Qui a fait quand même des bons films et qui sait filmer des scènes de combat, tu vois, à travers un Rocky ou un Rambo. Voilà. Et là, en fait, il a entrecoupé, il a charcuté la scène de baston de Jet Li qui fait que, bah voilà, c'est la bonne scène d'action, c'est la scène d'action la moins intéressante. Alors que d'autres scènes, voilà, tu les vois bien se mettre sur la gueule, il y a des beaux trucs qui sont bien chorégraphiés, etc. Ça pète de tous les côtés. Voilà. C'est pas du tout un chef-d'œuvre, c'est un film de série B complètement assumé, avec des répliques à 2 balles complètement assumé aussi, d'accord, qui rappelle justement les trucs. Et du coup, tu as ce capital sympathie des acteurs que tu as dedans, que tu aimes retrouver. Tu as ce côté nostalgie qui fonctionne. Et tu as une mise en scène qui est globalement, qui est efficace, mais qui n'est pas... ultra maîtrisé. Qui est tout le temps maîtrisé, exactement. Et un montage aussi douteux. Et le film réussit à faire ce qu'il veut faire malgré tout, tu vois, il est un peu cabossé. Mais voilà, c'est ça le truc. Donc est-ce que c'est un mauvais film réussit ce qu'il entreprend, donc est-ce que c'est un mauvais film? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, c'est genre, non, il est sympa quand même, est-ce que... Voilà. Donc ça reste quand même subjectif. Et là, du coup, tout l'intérêt va être ce que tu y mets toi, quoi. C'est intéressant, et parce qu'on va revenir forcément, tu vois, quand tu poses la question, c'est quoi un bon film, un mauvais film, tu penses franchise et tu penses film d'action, tu vois. Parce que c'est là, en fait, tu sais, t'as un bon film peut-être dans la franchise, et après, il recommence, et finalement, après, les suites, c'est des mauvais films. T'as le bon film, c'est l'original, et après, t'as les mauvais films, c'est les suites. Parce que, voilà, il n'y a pas de réflexion derrière, où ils essaient de reproduire ce qui a marché dans le premier film, mais ils n'y arrivent pas, et du coup, voilà, et ça fonctionne pas. Et ça, je repensais justement, pour préparer là, ce podcast, je repensais justement à par exemple Taken avec Liam Neeson. Je crois que j'en ai vu. Est-ce que j'ai vu le premier? C'est possible que j'ai vu le premier, je suis même pas sûr. Le premier, il est super efficace. Il est super efficace, et je te dirais, alors c'est réalisé à la Paul Greengrass comme ça, tu vois,
avec une shaky cam qui arrange bien les choses parce que voilà, Liam Neeson, la chorégraphie des combats, c'est peut-être pas le top du top, tu vois, à l'époque. Mais ça fonctionne, tu vois. Pour moi, il fonctionne. Il y a un bon suspense. Alors, c'est sombre, ces trucs, et puis ça fait un peu, tu sais, film de vengeance. Voilà, quoi. C'est de la justice expéditive, de toute façon. Voilà, c'est un film de droite, quoi. mais si tu veux, pour moi, le premier fonctionne, tu vois. Et après, ils ont refait la même chose pour le 2 et le 3. Et je me souviens avoir commencé à regarder le 3, tu vois, en me disant, ouais, bon, allez. Tu vois, j'ai envie de me faire un petit film d'action qui passe bien, qui dure pas trop longtemps, qui est efficace. Et c'est réalisé par un gars, je crois que c'est genre Olivier Mégaton ou un truc comme ça. Le gars, il s'appelle Mégaton. Mégaton. C'est comme Baz Luhrmann, quoi. Non, mais c'est ça. Déjà, est-ce que tu as choisi ce nom? T'as l'impression, c'est comme tu sais, les réalisateurs de films porno là, qui prennent des surnoms. Ton animal de compagnie et la ville où t'as grandi. Et la rue où t'as grandi. Non, mais ou qui prennent des surnoms, tu sais, dérivés d'un réalisateur connu, tu sais, un truc comme ça. Et là, c'est genre, mec, alors est-ce que t'as décidé que t'allais réaliser des films d'action toute ta vie et genre, où ça allait péter de tous les côtés et t'as choisi comme pseudo Mégaton, quoi. Je sais pas, ça fait genre. Alors. Je vais pas me foutre de la gueule de son nom, même si je viens de le faire, mais j'ai trouvé ça drôle. Mais le film en lui-même, autant... Et c'est là que tu vois la différence entre c'est exécuté correctement dans le premier par Pierre Morel, et c'est super mal exécuté dans les autres, ou dans le 3 en l'occurrence, là, avec un montage épileptique, des scènes d'action, tu vois, où... Finalement, ils ont essayé de garder le style, mais ça ne marche pas, c'est pas maîtrisé du tout. Ils savent pas ce qu'ils font, en fait, t'as l'impression. Et t'as un enchaînement de plans, t'as des courses-poursuites où tu ne sais pas, au niveau de l'espace, où tu es, où est le personnage, où est le gars qui poursuit le personnage, qu'est-ce qu'il fait comme mouvement. C'est tellement mal foutu que, objectivement, ça, tu peux dire, c'est un mauvais film. T'as même pas besoin de... Tu vois, même si le scénario est bon et il n'y a pas de trucs incohérents, abracadabrantesques dans le scénario, si c'est une ligne droite et voilà, qu'il est basique, la mise en scène fait que tu peux dire objectivement, le film est mal mis en scène, c'est un mauvais film. Et d'ailleurs, peut-être pour conclure, je pense que moi, en tout cas, c'est la façon dont je vois les choses, mais après, tu ne seras peut-être pas d'accord. Si à tous les niveaux ça fonctionne, mais que le réalisateur n'est pas bon, le film ne sera pas bon. S'il y a bien un truc qui va tout ruiner, tout gâcher pour tout le monde, c'est ça. C'est si la personne... Parce qu'à la limite, j'ai eu du mal tout à l'heure quand on a parlé à trouver un exemple de bon film avec un mauvais rôle principal, par exemple. Tu vois, quelqu'un qui joue mal dans le rôle principal. J'ai du mal. Parce que tu m'as cité Marion Cotillard, mais il y a juste un plan, une scène qui va pas. Non, mais c'était plus pour la blague, sûr. parce qu'on revient souvent là-dessus. Pareil dans Tarantino, dans Inglourious Basterds, les scènes en français sont pas géniales. Entre Mélanie Laurent et son collègue, tu vois. Mais le film, tu vas pas dire que c'est un mauvais film à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'un bon film, qu'est-ce qu'un mauvais film, je sais pas, mais en tout cas, la perfection, on a bien vu que c'était pas quelque chose qui nous intéressait forcément. Ça, c'est bien. Et je crois que ce qui compte avant tout, c'est ce que nous, on y met dedans et la manière dont on va le défendre. Ou le critiquer aussi. C'est ça. Ou le critiquer aussi. C'est ça qui porte la valeur du discours, quoi. Parce que le film existe sans nous, mais moi, je pense que tu peux avoir des très bons films, tu vois, qui sont vraiment... c'est maîtrisé. Alors, scénario... un bon scénario... la mise en scène qui est totalement, je veux dire, qui allie le fond et la forme par rapport au scénario, voilà, des bons acteurs, etc. Mais le sujet n'est pas intéressant pour tout le monde. Tu vois, c'est le principe même, en fait, on va dire, du film indé, quoi. Oui, voilà. Voilà, où le film est vraiment, tu sais, c'est une personne, c'est un auteur, c'est un film d'auteur. Il fait exactement ce qu'il entreprend, les acteurs sont au diapason, etc. Et voilà. Sauf que ça intéresse personne et les gens s'ennuient devant le film. Les gens s'ennuient devant le film parce qu'ils ne parlent pas de choses qui les intéressent ou de ce qu'ils ont envie de voir là maintenant. C'est pas un mauvais film, tu vois ? Non, bien sûr. Alors que les gens n'aiment pas. Très peu de gens l'aiment, mais c'est un bon film quand même. Et tu vois, je m'apprête à montrer 2001 à mes élèves de terminale LLCE. Je pense qu'ils ne vont pas l'aimer. Je pense qu'ils vont pas aimer 2001 parce qu'ils auront pas les codes, parce que c'est un film aussi qui est dur d'accès, je pense, tu vois. Et voilà.
Et après, c'est très compliqué aussi l'appréciation, le public Donc, que tu as, voilà, le moment où tu vas le l'appréciation regarder. subjective, je pense, tu vois, du coup, tu peux pas dire subjectivement c'est bon ou c'est mauvais. C'est par rapport à est-ce que le film fonctionne, s'il fonctionne pour toi, c'est subjectif, mais est-ce qu'il fonctionne en termes de mise en scène? Est-ce qu'il n'y a pas de grosses conneries? Est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence dans le scénario? Est-ce qu'il n'y a pas... Tu vois, ça va être sur des points comme ça, en fait, finalement, qu'on va dire ça, quoi. Parce que ce qui va être intéressant... Justement, ou alors, par rapport à ce qui est voulu au départ, tu vois, c'est, comme on l'a dit pour les blockbusters, le film divertit. Donc le film remplit sa première mission. Ouais. Après, voilà, le scénario, si le film divertit et qu'il n'y a pas un moment de mise en scène, tu sais, où il y a des faux raccords ou des conneries comme ça, tu vois, même dans les très bons films, il y a des faux raccords. Oui, mais ça, c'est pas important, tu vois. Ouais. Mais si plusieurs fois dans le film, t'as des moments justement qui comme te sortent, je te dis, dans sûr. Taken 3, tu vois, où tu es là, genre, je ne sais pas ce qui se passe. Visuellement, le montage, le truc comme ça, tu vois. Là, là, tu peux dire, tu vois, c'est un mauvais film, quoi. Mais pour après, la base, ça va être le scénario quand même, quoi. Numéro 1, c'est le scénario. Numéro 2, la mise en scène. Et une bonne mise en scène peut sauver un scénario pas terrible. Par contre, une mauvaise mise en scène peut te ruiner entièrement. Tu tout film, bien sûr. Et justement, ce qui sera intéressant avec 2001, pour finir là-dessus, c'est que je pense que mes élèves vont pas aimer, et mon objectif va être de leur montrer l'intérêt du film, même s'ils ne l'ont pas aimé. Leur montrer, en fait, pourquoi ils pourront dire « c'est bien, mais je n'aime pas ». Ouais. C'est exactement ce que je faisais moi quand je faisais ciné-club et tout avec les élèves du coup, ou de l'analyse même avec les collégiens, tu vois. C'est tu sais, tu leur montrais du John Ford, tu leur montrais Charlie Chaplin, quoi, des trucs voilà, de 100 ans en arrière pratiquement, en noir et blanc, ou quelque chose comme ça, tu vois, voilà, 80 70 ans en arrière, mais où au premier abord ils se dirigeraient même pas vers ce film là, bien quoi. sûr. Tu leur proposerais dans une liste, c'est peut-être les derniers films qu'ils verraient, ou ils veulent pas, tu sais, tu leur montres un extrait, ils sont là, c'est vieux, c'est ça, hein. Et après, en fait, quand tu leur expliques, ouais, mais regarde la mise en scène, regarde là, il veut dire ça, là, ça veut dire ça, et ça veut dire ça, et que tu commences à décrypter, etc. Et en fait, la plupart, quand même, des élèves avec qui j'ai travaillé, du coup, sur ces choses-là, après, ils venaient me voir en me disant, monsieur, j'arrive plus à regarder un film comme avant. Ça fait plaisir, ça. Et ça c'est génial. Après, ouais. je dis pas ça pour voilà, quoi. Oh, tu peux, écoute, hein, c'est bon. T'as vu le ministre qu'on a, vas-y. Non, parce vas-y que à fond. J'ai juste expliqué, tu vois, j'étais l'intermédiaire. J'étais l'intermédiaire entre, voilà, le savoir et eux. Exactement, si tu veux, quoi. Je suis le conduit. C'est pire, c'était pire comme ça. Mais non, mais c'est vrai que j'ai rien inventé, tu vois. Non, mais tu leur as apporté. Mais j'ai expliqué, voilà, comment tu pouvais voir les choses. Et j'aime bien justement quand ils disent, j'arrive pas maintenant, à chaque fois que je regarde un film, je suis en train de tout analyser, etc. Je dis, bon bah c'est bien. C'est bien. J'ai gagné mes cloches, j'ai gagné mes ailes. C'est-à-dire que maintenant tu reconnaîtras, voilà, tu pourras avoir justement, c'est développer l'esprit critique. De toute façon, c'est la base, hein, qu'on doit inculquer à nos élèves. Lecture critique de la presse, mais lecture critique des œuvres d'art aussi. Bien sûr, le cinéma en fait partie. De tout ce qu'ils absorbent. De toute façon, aujourd'hui, maintenant, c'est compliqué en fait. De leur rappeler, de prendre de la distance avec ce qui leur est présenté, quoi, à l'écran. Mais ça se fait à travers l'analyse filmique finalement, quoi. Et ça se fait Et si tu arrives à avoir des élèves justement qui te disent qu'à chaque fois maintenant qu'ils regardent un truc, ils sont en train de réfléchir à comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, etc., ça réussit. Et c'est génial quand ça arrive. Et c'est génial. Et notre podcast y contribue aussi. Voilà. Écoutez-le, les élèves. Oui, voilà. Pour les 15 personnes qui nous écoutent. Salut maman. Non, ma mère n'écoute même pas, je crois. Ça nous fait très plaisir. Bon, écoute. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir, Mathieu. Merci beaucoup. Mais pas de problème. Et du coup, c'était qu'est-ce qu'un mauvais film ? Voilà. Et on ne sait toujours pas. On sait toujours pas, on n'y a pas répondu, mais on a partagé ce qu'on ressentait. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà plus important. C'est le plus important, voilà. Allez, c'était Mathieu. C'était Benjamin. À plus. Ciao, ciao.